Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc, si j'ai voulu réaliser cette vidéo, c'est simplement pour conclure ma réflexion que j'ai établie tout au long de mon site que vous avez pu découvrir. Alors, ici, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que j'envisage de gérer ma future classe en tant que future enseignante. Donc, aujourd'hui, je suis simplement une étudiante en deuxième année en pédagogie à l'école normale. Je ne suis donc ni une psychologue, ni une psychopédagogue et ni une enseignante. J'ai pu relever de nombreuses informations durant mes ateliers de formation pratique, mes stages. J'ai également été en contact avec plusieurs professionnels qui m'ont expliqué de nombreuses choses quant à leur méthode d'apprentissage. Et bien sûr, mes cours m'ont permis d'appuyer ma réflexion et de me forger une petite idée de comment est-ce que j'envisage de gérer ma classe. Alors, le maître mot, c'est la motivation. Alors, en plus d'avoir le rôle d'enseigner, j'aimerais vraiment donner l'envie à l'enfant d'apprendre. J'aimerais vraiment qu'il ait le plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et pour cela, je devrais mettre en place de nombreuses choses dans ma méthode pédagogique. Et voilà. Donc, comme on le sait, l'enfant passe la plupart de son temps à l'école. C'est le premier lieu de vie sociale après le domaine familial. Alors, pour cela, il faut que je crée dans ma classe un climat de confiance. Et comment je vais faire ça? Donc déjà, la confiance est très très important et elle doit être mutuelle. C'est-à-dire que l'enfant doit avoir confiance en son enseignant. Il doit sentir que l'enseignant est là pour lui, qu'il est là pour lui apprendre de nombreuses choses et à le faire grandir. Et l'enseignant doit également avoir confiance en ses élèves. J'ai pu voir durant mes stages que les enfants sont vraiment très 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 malins et ils ont tendance à savoir plein de choses auxquelles on n'aura même pas pensé. Donc je me dis que l'enfant, il ne faut vraiment pas le sous-estimer et avoir confiance en ses capacités. Ainsi, quand on donne confiance à un enfant, quand on lui montre qu'il est capable et qu'on lui dit « vas-y, je te laisse faire, j'ai confiance en toi », et bien l'enfant, il se sent valorisé et ça le motive en fait. Il veut nous montrer « oui, effectivement, je suis capable. Vous m'avez donné les moyens et les outils, ben je vais vous montrer que ça m'a servi. » Et voilà, donc ça va permettre de donner un goût à l'étude et je trouve ça très bien. Aussi, je dois avoir dans ma classe un climat affectif à base de sympathie, de patience et de douceur. Donc, je dois également montrer que je suis présente et que je suis totalement à leur disposition. Totalement à leur disposition dans le sens où si un enfant a besoin de moi parce qu'il a envie de parler, il peut m'en parler. Bien sûr, ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle d'une psychologue, mais je peux être à son écoute et l'aider en contactant le centre PMS ou autre, mais au moins, je dois lui montrer que je suis là. Si un enfant a des difficultés dans son apprentissage, avant de l'envoyer chez une logopède ou dans un enseignement spécialisé, je peux lui dire, oui, voilà, je suis ton professeur, je suis là pour toi. Tu peux venir me voir à la fin du cours, je peux faire de la pédagogie différenciée et te montrer comment tu peux réussir avec d'autres méthodes en essayant de verbaliser ça autrement et plein d'autres choses. Donc voilà, c'est très important de montrer à l'enfant qu'on est présent pour lui et qu'on est humain au fond. On doit lui montrer, oui, on est humain. Donc d'accord, on a un certain respect à avoir et une certaine distance. Je suis ton prof, tu es mon élève. Mais je suis avant tout un être humain et je peux t'aider à avancer. C'est mon rôle. Moi, ce que j'avais dans ma classe de 6e primaire, et j'oublierai pas, c'est que c'était une enseignante qui avait tendance à dire, voilà, je suis l'enseignante, c'est une barrière. Vous êtes mes élèves. Je vous donne une matière, vous m'écoutez, vous notez, vous apprenez, je vous évalue. Et voilà, moi, cette manière frontale, ben, j'ai pas aimé du tout. Et je me dis que, voilà, en tant que future enseignante, ce serait un peu le retournement de situation. Je
j'essaierai d'être vraiment présente pour mes élèves, leur montrer que je suis là pour eux et qu'ils peuvent compter sur moi, tout comme moi je peux compter sur eux. Je dois aussi accepter l'enfant dans sa totalité. Donc il peut être casse-pied, ennuyant, un peu foufou sur les bords ou n'importe. Je dois me dire qu'il est capable du meilleur comme du pire et que chaque être humain a un bon fond. Après tout, ce sont des enfants et leur comportement peut délirer, entre guillemets, parce que c'est un effet de groupe. Et en soi, si on prend un enfant individuellement, je suis sûre qu'il ne sera pas le même. Donc voilà. Aussi, je dois offrir la liberté à mes élèves. Donc, qui dit confiance, dit liberté. Pourquoi? Lorsque j'ai confiance en mes élèves, je vais les mettre face à une situation problème, donc un défi, pour introduire par exemple ma leçon. Je vais leur dire, voilà, vous êtes face à un problème, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. J'ai confiance en vous, vous êtes capable, allez-y. Soyez libre et autonome. Et ça, je trouve que ça motive énormément l'enfant parce qu'il se dit, voilà, je suis face à un défi, je peux le faire, car ce défi n'est pas trop compliqué, mais il n'est pas trop facile. Car s'il est trop facile, bon, bah, c'est facile, voilà, on n'est pas motivé, on n'a pas envie de le faire. C'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, ben, je ne le fais pas. Alors que si il se trouve entre la zone de l'inconnu et la zone du connu, l'enfant peut arriver à aboutir à... Allez, il peut aboutir à la matière qu'on aimerait donner, tout simplement. Il suffit juste de lui donner les bons outils et d'intervenir dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire la zone entre le connu et l'inconnu. C'est mon rôle. Alors, la liberté peut en offrir les moyens par l'établissement d'un climat sécurisant qui s'établit dans la confiance et se prolonge dans la justice. Voilà ce qui est écrit dans mes notes que j'ai ici. Ensuite, ce que j'ai aussi relevé, donc, créer dans la classe un climat affectif à base de confiance, offrir la liberté aux élèves, susciter le dialogue entre tous les éléments du groupe classe. Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'école favorise la vie en groupe. Nous vivons dans une société individualiste, certes, mais il ne faut pas oublier qu'on vit en communauté. Et j'aimerais inculquer aux élèves le goût et l'envie d'aller vers l'autre, de s'intéresser à l'autre, d'accepter l'autre et de partager avec l'autre. Je trouve ça tellement enrichissant. Et j'estime que la classe devrait ressembler à une ruche ouverte sur la vie, où chacun connaît la valeur de l'autre parce qu'il a su le comprendre et l'estimer. Voilà. Je dois également utiliser des moyens didactiques modernes. Donc, on sait très bien, nous sommes dans la génération de la technologie. Autrefois, moi, je me souviens, quand j'avais 13, 14 ans encore, ben, moi, c'était les Diddle, les cartes Pokémon, les Flippo, les billes et autres. Ben, aujourd'hui, quand on voit les enfants, ben, ils sont tous comme ça, en fait. Si c'est pas ça, c'est un ordi. Si c'est pas l'ordi, c'est la tablette. Et voilà. Donc, je me dis, autant profiter de cette technologie qui parle à ces enfants et créer des moyens didactiques modernes. Donc, les matériels que je vais installer, etc., doivent donner envie d'être utilisés et répondre au goût des élèves ainsi que des maîtres. Donc, ça doit être quelque chose qui me plaît et qui leur plaira. Oui, certes, ça requiert beaucoup de temps, mais je me dis, j'aurai des difficultés seulement les premières années, après ça ira tout seul, enfin, du moins je l'espère. Et donc voilà, j'essaierai un maximum de créer mes outils didactiques. Il y a également le TBI qu'on a pu découvrir l'année passée, qui est un outil mais extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 30 ans. On peut simplement, en un clic, montrer toute une vidéo qui explique plein de choses sur Internet, alors qu'il y a 30 ans, ben, le professeur, il devait encore faire ses exercices en prenant une latte et un crayon et à mesurer avec l'équerre et commencer à... Voilà, donc oui, ça va me prendre du temps, mais ça prendra jamais autant de temps que jadis, si je puis dire.
Alors, qu'est-ce que je peux aussi dire? L'enseignant doit être motivé soi-même. Donc, avant de vouloir motiver mes élèves, il faut que je le sois déjà moi-même. Il faut que je sois motivée et que je leur montre. Parce que l'enfant a une capacité incroyable de voir et de sentir si l'enseignant s'implique vraiment dans une matière, si celle-ci lui fait plaisir. Par exemple, si les enfants me voient tout le temps à mon bureau en train de lire, ils vont se dire oui, le professeur aime la lecture, et bien automatiquement, je leur inculquerai le goût de lire. Donc avant de vouloir leur inculquer des apprentissages, je dois moi-même montrer que ça me fait plaisir, que je suis motivée et qu'ensemble, eh ben, on y arrivera. Voilà. Je suis là, je connais bien plus que vous parce que j'ai étudié, eh ben, j'aimerais vous transmettre tout ça. Et là, les élèves, ils seront tellement captivés qu'ils accueilleront, entre guillemets, mes savoirs à bras ouverts. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, si l'enseignant montre qu'il est prêt à travailler avec eux, d'obtenir leur pardon, oui, qu'il est prêt à travailler avec eux, d'obtenir leur coopération. Par conséquent, quand les deux parties ne sont pas motivées, il est presque impossible que règne un bon climat d'apprentissage. Donc voilà, ça j'ai constaté même en stage. Hein. Moi, quand j'étais en stage, limite, c'était des spectacles que je donnais, c'était pas un cours. J'étais là, par-ci, par-là, j'écris là-bas, je note et je cours et je ris. Et les enfants, ben, je voyais dans leur visage le sourire. Et ça c'était vraiment le reflet de ce que je voulais donner. Et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit, mais voilà, en fait, il en faut pas beaucoup pour faire plaisir à l'autre. Et faire plaisir à l'autre, c'est se faire plaisir soi-même. Donc voilà, rien de tel que voir que l'enfant est captivé par ce qu'on lui apprend et voir qu'il a retenu ce qu'on lui dit. C'est surtout ça. Je trouve que c'est vraiment une fierté pour l'enseignant d'enseigner. C'est une fierté pour l'enseignant d'avoir transmis un savoir, de se dire, voilà, j'ai été utile. J'ai été utile. Et pour cela, ben, je dois moi-même être motivée. Comme dans l'interview de M. Scott, il me disait que la qualité première de l'enseignant doit être opiniâtre. Alors, j'ai cherché le mot au dictionnaire car je ne savais absolument pas ce que cela voulait dire. Et c'est en fait être très, très volontaire. Donc, c'est vraiment être impliqué et montrer que, voilà, qu'on aime faire ça. Qu'on aime faire ça, que ça nous plaît. Qu'on est là parce qu'on a voulu, pas parce qu'on est obligé. Ensuite, ici, ce qu'il y a écrit, c'est faire appel à la réalité et au concret. Alors, par exemple, si je veux enseigner les angles, ok, si je dis à l'enfant, bonjour, voilà, aujourd'hui, vous allez prendre une équerre, une latte, un crayon et on va calculer les angles. Les angles, c'est nanana, nanana, blablabla, nanana. C'est une ouverture, nanana. Non, 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 non. Il faut que je leur fasse manipuler. Manipuler, c'est le mot principal pour que l'enfant stimule tous ses sens. Il faut qu'il y ait de la vue, mémoire visuelle, les oreilles. Donc, l'ouïe, excusez-moi. L'ouïe, donc c'est la mémoire auditive. Le goût, je peux leur faire goûter des choses, toucher des choses. Et voilà, sentir des choses. J'ai pu observer ça en maternelle. Donc, l'ensemble des apprentissages des enfants se faisait par le jeu, mais également par le sens. Donc, ils ont dû manipuler. J'ai fait la même chose en primaire, donc je devais leur apprendre le décimètre. Eh bien, j'ai ramené le mètre ruban. Et avant de leur dire, voilà le mètre ruban, vous allez mesurer, ça c'est 10 cm, ça s'appelle un décimètre. Non, non, non. Voilà, je leur ai dit, je vous donne des objets. À vous de me dire, d'estimer la longueur de l'objet. Est-ce qu'elle est plus grande qu'un décimètre? Est-ce qu'elle équivaut à un décimètre? Ou est-ce qu'elle est plus petite qu'un décimètre? Alors là, les enfants ont pu manipuler. Et ensuite, ils ont pu vérifier avec le mètre ruban. Donc ça va leur permettre plus tard de pouvoir estimer rien qu'en regardant, voilà, ça c'est 1 mètre. Ça, cette chambre, ben, elle fait 3 mètres sur 3. Voilà, j'ai pas eu besoin d'une latte. C'est simplement une estimation. Elle n'est peut-être pas juste, mais au moins, j'ai une capacité à
à estimer parce que quand j'étais en primaire, eh ben, on me disait voilà, le tableau, c'est 1 mètre. Et moi, comme j'allais tout le temps essuyer le tableau, donc je faisais ça. Et ma mémoire kinesthésique a pu retenir plus ou moins la longueur d'1 mètre. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, je dois vraiment faire en sorte que l'enfant puisse toucher à ses apprentissages, dans ses apprentissages, qu'il puisse. Donc, je dois surtout partir du vécu de l'enfant pour que tout ce que je lui inculque, ben, ça lui parle. Parce que si je lui dis les angles, ben, à première vue, tout le monde sera comme ça. On s'en fout. Pourquoi un angle? On s'en fout. Alors que si je leur fais manipuler, si je leur fais voir le coin du banc, ben, le banc, ils y sont confrontés tous les jours. Ils sont dessus, ils sont assis, ça leur parle. Ils peuvent le voir, ils peuvent le toucher, ils peuvent mesurer après, ils peuvent faire plein de choses. Donc voilà, avant de passer à des notions abstraites, il faut toujours passer par du concret. C'est un des meilleurs moyens pour que les sens puissent amener l'enfant à transposer ça dans son imagination et donc à avoir des pensées abstraites. C'est vraiment important de pouvoir passer par ce stade, quoi. Attirer l'attention par la curiosité. Donc, comme je l'ai dit, mettre l'enfant face à un défi, lui donner l'envie de résoudre une énigme, parce que la curiosité est un préalable au désir d'apprendre. En effet, si on s'intéresse à quelque chose, bah, d'office, on va faire des recherches comme moi maintenant pour ce site. J'ai dû m'intéresser au côté ludique parce que ça me parle, j'ai envie de jouer avec les enfants, j'ai envie de leur donner envie d'apprendre. Et donc, j'ai fait des recherches, parce que j'étais curieuse de savoir comment est-ce qu'on peut amener ça dans l'enseignement. Parce qu'en maternelle, j'ai pu l'observer. Mais pourquoi en primaire, est-ce qu'on arrête ça? C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Je me souviens, en maternelle, c'était vraiment un plaisir d'aller à l'école, quoi. Je me levais avant de mes parents, je leur disais allez, 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 vite, 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 je vais aller à l'école, et j'amenais des jouets, et voilà. Et alors, en primaire, je suis là, sur un banc, en train de regarder le tableau, en train de noter, en train de m'exercer, et c'est pas intéressant, quoi. C'est nul, j'étais passive. Alors que si j'arrive à rendre l'enfant chaque fois acteur de ses apprentissages, c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'il va, voilà, il sera actif, il aura envie, il sera motivé, il va se dire ok, je sers à quelque chose, j'ai un rôle dans cette classe, etc. Alors que si je le mets face à des simples apprentissages, il sera là, ouais, ok, quand est-ce que le cours termine, quoi, je sers à rien, je suis là, je suis face à un enseignant et j'absorbe, comme une éponge, j'absorbe, c'est tout. Alors que non, pas du tout. C'était, je pense, John Locke qui disait que l'enfant est une page blanche, alors que non. Déjà, dans l'utérus, il y a des apprentissages qui se font. Quand la maman écoute, par exemple, de la musique ou quoi, l'enfant, il mémorise déjà ça. Il a déjà des capacités, il les développe déjà dans le ventre. Après, il peut reconnaître ça quand il naît. Donc voilà, c'est pas du tout une page blanche. L'enfant, c'est beaucoup de choses et on a tendance à le sous-estimer. Et ça, c'est très dommage. On devrait vraiment faire confiance à la capacité des enfants parce que parfois, ils peuvent vraiment nous étonner. Et donc, le rôle d'un enseignant, c'est de transmettre cette curiosité à l'enfant parce qu'elle est vraiment la clé de l'apprentissage. Si je suis curieux, j'aurai envie de comprendre, envie de savoir. Je vais tout faire pour y arriver. Et voilà, c'est super important. Donc, ce qui est écrit ici, c'est ainsi les élèves eux-mêmes désireront continuer à découvrir la matière à l'étude. Je dois également encourager la participation et accroître la volonté de réussir. Ça, c'est simple. Je dois vérifier je dois surtout faire en sorte que tous les enfants participent, qu'ils soient avancés ou moins avancés. Je dois vraiment essayer de faire un équilibre, d'être juste et de laisser à chacun la possibilité de réussir. Peu importe le temps que ça prenne, c'est pas grave quitte à faire de la pédagogie différenciée, il n'y a pas de souci. Je peux lancer les enfants dans un exercice, c'est ce que j'essaie de faire en stage. Je les lance dans un exercice. Ok, vous l'avez terminé, c'est super. Eh bien, vous allez aller aider ceux qui n'y arrivent pas. Et alors là, ça favorise le socio-constructivisme, qui est absolument extraordinaire. Les enfants peuvent ainsi apprendre et s'échanger. Parce qu'un enfant qui est en difficulté, quand son camarade lui explique
la matière. C'est pas comme quand l'enseignant lui explique. Il a une autre vision et il a une autre manière d'expliquer la matière. Et donc l'enfant aura un autre discours et pourra peut-être plus facilement le comprendre parce qu'il s'agit d'un enfant. Et que son camarade, c'est un enfant. Donc ils ont tendance à plus se comprendre que l'adulte qui vient et qui dit ah, t'as pas compris? Non, je répète. Non, 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 non. T'as pas compris? Bah, je répète. Non, non. C'est complètement débile. Pour lui dire explique-moi comment est-ce que toi, tu penses. Alors l'enfant va lui dire voilà, moi j'ai fait ça, 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 ça. Et l'enseignant va capter l'endroit où l'enfant a eu des difficultés. Il va pouvoir pointer la difficulté et lui dire c'est à ce moment-là qu'il n'aurait pas fallu faire ça, mais plutôt ça. Et là, l'enfant va comprendre. Parce que lui dire qui n'a pas compris, d'accord, eh bien voilà, je t'explique, mon petit coco. Tu vas faire ça, 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 ça. Est-ce que tu as compris? Et alors là, d'office, comme l'enseignant vient de répéter et qui lui dit est-ce que tu as compris avec des grands yeux, l'enfant va faire oui, alors qu'en fait, il n'a rien compris. Et je parle en connaissance de cause. Donc moi, encore aujourd'hui, en haute école, quand je dis madame, est-ce que vous pouvez réexpliquer une telle chose? On me réexplique, puis je fais ah oui, oui, ça va, merci, j'ai compris. Mais en fait, j'ai rien compris. Mais j'ai rien compris du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, ce que je dis, c'est excuse-moi, je peux réexpliquer la matière. Et donc, ma camarade de classe m'explique, ou mon camarade de classe me réexplique. Et là, je fais là, j'ai vraiment compris. Ok, ça va. Donc voilà. Il faut, donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Mettre l'élève en situation de résolution de problèmes en lui proposant de relever des défis, ce qui a déjà été dit. Alors, si les obstacles ne sont pas eux-mêmes des moyens d'apprendre, leur rencontre peut stimuler en créant des besoins nouveaux de connaissances. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Alors, il faut s'assurer que le taux de réussite d'une activité donnée est assez élevé avant de passer à la suivante. Donc, comme je viens de le dire, il y a des enseignants qui disent est-ce que tout le monde a compris? D'office, on a le groupe classe qui dit oui, tous en cœur, alors que la moitié n'a rien compris. Donc l'enseignant doit vraiment s'assurer. Enfin, je dis l'enseignant, mais je suis en train de parler de ma future classe, donc j'espère plus tard que je ferai en sorte de m'assurer que tout le monde a compris pour qu'on dise ok, maintenant que tout le monde a vraiment compris, on peut passer à autre chose. Et si vraiment il y a des enfants qui n'arrivent absolument pas et que ça me retarde dans la matière, ok, je vous garde à la fin de la récréation, ok, mais on va passer à autre chose. Et voilà, et je n'oublie pas ces enfants. Parce qu'il y a des enseignants qui pensent à avancer, qui ont un objectif. À la fin de la leçon, je dois avoir fini la table de 5. À la fin de la leçon, c'est fini. Je dois avoir fini tous les angles. Ah, nanana, les polygones. Alors que la moitié n'a toujours pas compris. Et eux, ils sont là. Non, je serai en retard. Maintenant, il faut mettre des moyens en place, la pédagogie différenciée, comme je l'ai explicité juste avant. Là, on pourrait avancer avec les autres et puis continuer à rebondir sur ce qui a été dit avec ceux qui sont en difficulté. Donc en stage, j'ai eu l'occasion, j'ai dû donner une dictée. Et alors, il y avait deux enfants, un dyslexique et un qui n'avait pas vraiment de problème, mais qui était lent. Et donc, j'étais en train de dicter. Et c'était attendez, madame. Je voyais bien que l'ensemble de la classe était là. C'est bon, c'est quand la suite, quoi. Donc, je leur ai dit arrête de noter, toi aussi. 2 secondes, je termine avec les autres. Donc, voilà. Je termine avec tout le monde. Ainsi, les autres ont pu écouter. Donc, les deux lents, si je puis dire, ont pu écouter la suite de la dictée. À la fin, j'ai ramassé chez tout le monde, je leur ai donné un exercice. Voilà, venez tous les deux, maintenant je dicte. Un peu plus lentement. Et voilà. Parce qu'après, si je m'occupe que des enfants qui sont en difficulté, ben les autres, ils s'ennuient forcément. Donc, il faut vraiment que je pense à faire un équilibre à ce niveau-là et à donner le temps à chacun pour réussir. Encore une fois, c'est la présence de l'enseignant qui est importante. Parce que voilà, je suis là pour faire évoluer le groupe et non pas une ou deux personnes. Parce que si je voulais former que des génies, ben, je prends le plus malin en mathématiques. Ok, tu es un génie en maths, parfait. Le plus malin en français, d'accord, tu es très bien en français, et ben je vais travailler avec toi. Est-ce que tu as fait les exercices? Va au tableau. Alors que non, je dois vraiment donner la chance à chacun de se rendre au tableau.
même s'il a des difficultés, le fait d'aller au tableau, de faire ça devant les autres, d'une part, ça va le motiver. Pourquoi? Parce qu'il va se dire ah là là, je suis devant les autres, je dois faire bien. Et moi, je vais lui donner tous les outils pour qu'il réussisse son exercice. Une fois qu'il aura réussi, eh ben, il sera content. S'il le rate, c'est pas grave. Ses camarades vont rebondir sur le sujet et lui expliquer, voilà, t'as fait ça, et c'est pas ça qu'il fallait faire, quoi. Et alors, si vraiment il n'y arrive pas, je lui réexplique. La fois d'après, il ira au tableau jusqu'à ce qu'il réussisse. Voilà, c'est comme ça que j'envisage la chose. Après, bon, oui, il faudra vraiment que je centre mon attention sur tout le monde, mais c'est une des capacités à avoir pour être un enseignant. C'est une des qualités. Il doit être polyvalent, il doit être présent pour tout le monde, il doit être juste. Et voilà, je peux pas avancer avec 2 ou 3 personnes, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas juste. Voilà. Alors, s'assurer que tous les élèves ont du plaisir à apprendre. Qu'est-ce que j'ai mis ici? L'enseignement permet aux élèves d'exploiter toute leur créativité dans les activités d'apprentissage qu'il propose aux élèves. Lorsque la situation le permet, il est préférable que les élèves travaillent en s'amusant. L'enseignant constate que leur motivation est à son point culminant. Ça, je l'ai déjà dit. Pour ça, je vous renvoie dans le chapitre le jeu. Je veux absolument partir du ludique pour pratiquement toutes mes activités. Donc, comment expliquer M. Scott? Il faut vraiment que je choisisse le moment où l'enfant fera un jeu et le moment où je devrais malheureusement faire du frontal parce que c'est pas possible que le jeu constitue une leçon à part entière, c'est juste pas possible. Donc ça peut constituer une synthèse, un rappel ou une intro, mais il faudra forcément un moment où je dois donner de la matière. Et si le jeu est correctement pensé, par exemple au premier et au deuxième cycle, mon corps de leçon, comme m'a expliqué M. Scott, va prendre 10 minutes, c'est tout. Donc vraiment, faut que je pense à ce que l'enfant s'amuse à la plupart de mes leçons. Voilà, c'est vraiment ça. Et M. Scott m'a expliqué que ça va prendre des années et des années, mais c'est pas impossible. Il faut juste être opiniâtre. Alors, être capable de voir les signes de satisfaction. Alors, on a souvent tendance à encourager les enfants en difficulté, mais il ne faut pas oublier d'encourager les enfants qui n'ont pas de difficultés. Parce que oui, c'est bien beau de dire t'inquiète pas, tu y arriveras. Oui, c'est bien. Mais alors les élèves qui se donnent à fond, qui réussissent tout le temps, on ne les valorise pas vraiment. Et ça, c'est important de dire continue comme ça. C'est bien, tu es sur la bonne voie. Voilà, juste ces quelques mots, pour nous, c'est banal, c'est des mots. Mais pour l'enfant, c'est des mots qui sont, allez, comment dire, ces mots proviennent quand même de leur exemple, parce que l'enseignant est considéré comme l'exemple, l'être parfait. Et le fait d'avoir des mots comme ça, ça peut juste les motiver à continuer, quoi. Dire, bon, allez, mon enseignant croit en moi, je vais lui montrer que je suis capable. Voilà. Je vais lui montrer que je suis capable. Et les autres qui font toujours bien leur travail, ils vont dire, j'ai pas envie de le décevoir, je vais continuer sur cette lignée. Donc voilà. Aussi, valoriser la coopération, ça comme je l'ai dit, installer un climat de coopération entre les élèves en demandant à chaque élève d'être meilleur plutôt que le meilleur. Comme on a vu dans le film Alphabet, le système de points, je trouve totalement débile. Voilà, désolée du terme, mais j'ai vraiment pu me rendre compte au cours de ces 2 petites années que, en fait, les points, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme système, quoi. Pourquoi? Parce que quand on évalue le travail d'un enfant, on le stigmatise et on émet un jugement de valeur qui peut être totalement faux. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais en maths qu'on va rater notre vie, c'est pas ça. C'est peut-être, ok, oui, t'es pas forcément doué pour les maths, mais peut-être qu'en français, tu vas faire un carton plein. Ok, tu n'es même pas doué pour l'étude, mais peut-être que tout ce qui est manuel, tu vas maîtriser.
Et ça, c'est important et ça, on oublie. On est là, on dit aux enfants, voilà, pour demain, vous avez une interrogation, c'est sur 20. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Vite, vite, je vais étudier, je vais étudier, je vais étudier. On les voit dans le tram, dans le bus, partout. Oui, pourquoi tu étudies? Ah, parce que je dois faire 10, hein, sinon je vais rater mon année. Hein. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi tu étudies? Ben, tu étudies pour te cultiver, pour grandir, pour être quelqu'un. Pour être quelqu'un. Là, non. Là, c'est pourquoi tu étudies, ben, c'est simplement pour réussir. Et pourquoi tu te donnes à fond? Ah, parce que nous, on est 20 et moi, je vais être le premier de la classe. Hein. Mais non, même les parents pensent comme ça. Ah, t'as eu 17 sur 20. Et les autres, ils ont eu combien? Combien de fois ma propre mère m'a dit ah, ok, 15 sur 20. Hein. Et les autres? Mais maman, on s'en fout des autres. Là, elle s'en fout pas. Alors que si je lui dis maman, j'ai eu 2 sur 10, hein, mais l'autre, ben, il y a un autre qui en a eu 1, elle me fait mais je m'en fous des autres, moi, c'est toi qui m'intéresse. Hein. Pourquoi tu as eu 2 sur 10? Vive la logique des parents. Je suis sûre que vous avez déjà été confronté à cette situation. Je suis en train de voir, ça fait quand même 30 minutes que je parle. Bravo. Bon, je continue. Donc, alors, valoriser la coopération, faire prendre conscience aux élèves de leur progrès, ça aussi. Ah oui, faire prendre conscience aux élèves de leur progrès. Oui, non, je n'ai pas encore parlé de ça. Donc, il est très important que les élèves prennent conscience de ce qu'ils ont appris et l'enseignant augmente ainsi les chances de motiver les élèves pour les prochaines séances. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est de la gestion mentale. Donc, on peut leur dire « Qui peut me rappeler ce qu'on a fait hier ?» Et alors là, l'enfant se dit « Ah oui, hier j'ai appris ça, ça, ça. » En fin de leçon, retenez un peu ça. Donc, par exemple, moi j'avais mis la table de 7. Donc 0, 7, 14, 21, j'avais inscrit ça. Je leur avais dit, donc d'abord on avait fait un jeu, comme je l'ai expliqué dans le site, qui était, donc j'ai mis 3 photos au tableau. C'était 3 destinations différentes. Et c'était par exemple, voilà, voyage à Marrakech durant 3 semaines pour 210 €. Et alors je leur ai dit, voilà, mon ordinateur est tombé en panne. Les clients me demandent le nombre de jours, mais bon, c'est tombé en panne, donc je ne sais pas leur dire. Là, toutes mes affiches, elles sont exprimées en semaines, donc vous allez m'aider. Je les ai fait travailler par 2, socioconstructivisme, et de manière ludique, apprentissage par le jeu. Donc je leur ai dit, voilà, je vous donne un calendrier où il était écrit, je vais vous le faire vite fait ici, hein. Il y avait écrit ici semaine 1 jusqu'à 10, donc comme ça. J'avais écrit semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, jour 1 jusqu'au jour 70. Et donc, dans la semaine 1, ils ont vu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le 7, 14, 21, 28. Et en fait, tous les dimanches, ils avaient la table de 7. Après, donc, j'ai fait, en fin de leçon, j'ai fait de la gestion mentale. Donc, je leur ai fait prendre conscience de leur progrès, leur dire oh, très bien, vous avez trouvé la table de 7, mais maintenant, vous allez faire encore autre chose, vous allez la retenir. Donc, j'ai fait de la gestion mentale. Gestion mentale, attention, évocation, restitution. J'ai attiré leur attention sur la table de 7. Regardez la table. D'accord, essayez de retenir un maximum. Je cache. Vous allez mettre ça dans votre tête. Alors, ils étaient tous là comme ça, en train de s'imaginer la table. Je l'ai refait 3 fois et je leur ai dit, maintenant, vous allez l'écrire. Allez-y. Ils l'ont écrit. Cachez votre écrit. Je vous la remontre une dernière fois. Hop, hop, reprenez votre écrit, corrigez. Ils l'ont fait. Et ils ont restitué la table de 7. Voilà, simplement. Et donc, je leur ai fait prendre conscience de leur progrès en leur disant c'est bien, voilà. La semaine d'avant, tu ne savais pas encore ce que c'était la table de 7. Aujourd'hui, tu le sais. Demain, tu seras capable de faire des exercices. Et il faut leur montrer qu'ils ont évolué. Donc, chaque fois, leur dire bravo, avant, tu ne savais pas faire ça. Aujourd'hui, tu sais le faire. Très bien, mais la prochaine fois, tu feras même encore mieux. Oh, et leur dire comme ça à chaque fois, leur faire, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Enfin, nous, on avait vu ça, hein, c'est le constructivisme. Je vous mettrai un lien, vous pouvez voir ce que c'est. Donc, c'est comme un escalier, c'est à peu près le même principe, en fait. C'est
Je ne connaissais pas, puis j'ai connu, puis je vais encore connaître. Et quand je vais connaître, en fait, je ne connais pas, puis je vais encore connaître. Et puis, je ne connais pas ce qu'il y a là, puis je vais encore connaître. Et alors, on va gravir les échelons qui sont infinis. Parce que on peut pas, on n'est pas omniscient et on n'a pas la science infuse de tout. Et donc, toute notre vie, on apprend, on apprend. Et j'ai pu voir aussi en stage, hein, les enseignants, ils en apprennent tous les jours. Ils peuvent avoir été enseignants durant 20 ans, ils continuent à apprendre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Offrir une récompense au groupe dont le comportement s'améliore. Ah oui, ça, c'est très important. Donc, je m'étais dit que j'allais instaurer un système de bons points, pas de mauvais. Je trouve que la punition, c'est pas la meilleure manière de fonctionner parce que, voilà, on va te dire, ok, t'es 15 minutes contre le mur, mais bon, l'enfant ne se remet pas en question. Donc, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée. Le retrait de points non plus, parce que bon, qu'il ait 7 sur 10 dans le bulletin en comportement ou 10, en soi, il s'en fiche un peu, quoi. Par contre, les bons points, c'est bien. Les bons points, c'est ah, t'as bien travaillé? Super, voilà un bon point. Ah, mais toi, peut-être la prochaine fois, t'en auras un. Ah, toi, t'en as pas eu? C'est pas grave, la prochaine fois, t'en auras aussi un. Et à la fin, on peut leur donner une surprise, hein. Et si un enfant n'arrive vraiment pas, on peut dire bon, allez, t'avais 2 sur 10 avant, parce que bon, on est encore dans le système de points, hein, donc c'est pour ça que je parle encore en termes de points. T'as eu 2 sur 10? Ok. La prochaine fois, fais mieux. T'as eu 4 sur 10? Ok, essaye de faire mieux. T'as eu 5 sur 10. Bon, c'est toujours pas 10 sur 10, mais tu t'améliores. T'as eu 8 sur 10. T'as quand même un bon point. Parce que je trouve que pour passer de 2 sur 10 à 8 sur 10, chapeau. Et là, l'enfant, il va se dire oh, j'ai eu un bon point alors que j'ai eu 8 sur 10 et pas 10. La prochaine fois, je vais essayer de faire 10. Comme ça, j'aurai un autre bon point. C'est ça qui est beau. C'est de donner l'envie d'évoluer et pas de régresser. Parce que si on lui dit non, t'as eu 2 sur 10, hein, t'as pas le bon point, non, désolé. Hein. L'enfant, il va jamais se dire oui, je suis capable d'avoir aussi un bon point. Il va se dire ouais, de toute façon, moi je suis nul, j'aurai jamais de bon point, tant pis, c'est pas fait pour moi. Ça me concerne pas. Voilà. Et donc l'enfant va avoir tendance à s'effacer et à se dire je suis bête, je suis bête, je suis bête, et c'est inculquer ça dans son petit esprit, et donc il va jamais faire d'effort pour quoi que ce soit. Il va se dire j'y arriverai quand même pas. Or, c'est pas bien. C'est pas chouette. Alors, dévoiler les objectifs d'apprentissage. C'est clair et net que je ne vais pas arriver en classe et dire bon, aujourd'hui, parce que bon, c'est ma spécialité l'improvisation, je suis totalement désorganisée dans ma vie, mais en termes d'enseignement, je dois avoir quand même un plan de vol en tête et un certain objectif à atteindre. Ça, c'est clair et net. Donc, je ne vais pas arriver en classe et me dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai là? Ok, on va faire des maths, peut-être de la multiplication. Voilà. Bon, les enfants, vous prenez vos ardoises, vous me faites ça, ça, ça. Et en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent le faire. Il faut toujours objectiver. Par exemple, si on a l'intention de travailler sur une notion, on peut dire, attention les enfants, on mémorise bien ce que je suis en train de dire, on écoute bien, donc on attire l'attention des enfants, parce qu'après, on devra faire ça. Parce qu'après, tu devras refaire ça. Parce qu'après, tu devras m'expliquer. Parce qu'après. Et là, l'enfant, on lui donne du sens. En fait, on donne du sens à notre exercice. Et donc, l'enfant, il se dit, c'est un principe en gestion mentale. L'enfant se dit, ah, je dois faire attention à ce moment-là parce que l'enseignant veut que je comprenne ça, veut que je retienne ça, veut que je fasse attention à ça. Ok. Voilà. Donc, en fait, ça va permettre à l'enfant de se recentrer dans la leçon et ne pas se perdre. Et de se dire, bon, il y a un objectif derrière, quoi. Je ne fais pas ça pour rien. Par exemple, apprendre les dérivés ou les intégrales, on n'a jamais su à quoi ça servait. Donc, si le prof de maths nous avait dit, bon, écoutez, on va faire des dérivés des intervalles, ça peut vous servir pour une telle chose, ou voilà, il y a un objectif derrière, oui, on aurait peut-être été un peu plus réceptif à la matière et on l'aurait peut-être retenu, parce que moi, ça a beau dater d'il y a 2 ans, je me souviens absolument pas ce qu'est une dérivée. Alors que tracer à la latte, ça, je ferai toute ma vie et
y a un objectif derrière, c'est un réel besoin, quoi. Je me dis: «Oui, j'en ai besoin, c'est pour quelque chose que je le fais», donc ça donne du sens, quoi. Heu, ça me parle, donc j'ai un intérêt face à cette chose. Donc ce qui a écrit ici, c'est: «L'élève doit savoir ce qu'il faut faire, pourquoi et comment le faire». Donc il y a aussi, par exemple, les enseignants qui disent, pour demain, vous m'étudiez de la page 3 à la page 6, et c'est du par cœur. Mais non, non, à quoi ça sert? On peut leur dire, voilà, l'objectif final de la leçon, c'est de savoir faire, par exemple, le système circulatoire, et leur dire, bon, faites attention, voilà, le schéma, c'est très important. Et là, ils vont fluoter et se dire, voilà, le schéma, c'est important parce qu'on va me le demander. Il y a un objectif, on va me le demander au contrôle, c'est ça que je dois viser. Mais venir et dire, c'est bon, je connais par cœur, j'énonce les définitions comme ça, c'est, c'est, quelque part, c'est être un robot, en fait. Alors qu'il faut vraiment se baser sur la réflexion de l'enfant et pas sa mémorisation, parce que pardon, apprendre et mémoriser, ce sont deux choses différentes. Ce sont vraiment deux choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Donc, être responsable, l'élève doit être l'acteur de la construction de son propre savoir, donc comme j'ai déjà dit. Il faut qu'il y ait un projet professionnel, je l'ai déjà dit également. Être placé dans un environnement favorable, je vais l'expliciter de suite. Donc, l'enseignant doit être perçu par l'élève comme étant là pour l'aider à avancer, je l'ai déjà dit, et non pour relever ses fautes et le noter, je l'ai aussi dit. Donc, la relation entre eux doit être empathique, pas antipathique. Parce qu'il y a des profs, enfin, je ne vais pas critiquer, hein, chacun sa méthode, mais il y a des profs qui, comme je vous ai dit, moi en 6e primaire, c'était vraiment I am the teacher, you are not the teacher. C'est ça. Hein. Je suis l'enseignant, tu m'écoutes. Point. Point. Et je trouve ça bête. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur le fait que, par exemple, les exposés. Je trouve que le concept de laisser l'enfant faire un exposé est génial. Parce qu'il est absolument acteur de ses apprentissages. Donc, acteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va construire la matière avec les outils que le professeur lui aura soumis. Donc le professeur en soi, il joue juste un rôle d'aidant, de facilitateur, et non de transmetteur de matière, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, pour les exposer, ce que je voulais dire, c'est que certains enfants sont quand même issus, je parle en connaissance de cause, de parents immigrés qui ne savent pas lire, pas écrire. Et donc, je trouve ça un peu injuste que certains enfants puissent se faire aider par leurs parents, par leurs frères ou par leurs sœurs, alors que d'autres sont livrés à eux-mêmes. Donc moi, si je devais mettre en place ce petit projet, donc les exposer, oui, d'ailleurs je le mettrais, c'est même pas si je devais, si je le ferais, enfin, je le ferai, je l'espère, c'est travailler en classe. Voilà, on va aller à la bibliothèque, vous allez prendre des livres. On va aller au local d'informatique, vous allez avoir un ordinateur à disposition. On va chercher des panneaux au secrétariat, vous allez avoir votre panneau. Vous avez enfin ici quoi, vous avez votre matériel, vous avez la colle, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous donne tout. Maintenant, vous travaillez en classe. Et là, on offre un peu la possibilité à tous les enfants de réussir, parce que tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Et je trouve ça juste quoi. Et autre chose, avoir le droit de se tromper. Oui. Un enfant n'est pas là pour réussir, il est là pour apprendre. Le rôle de l'enseignement, c'est d'apprendre, de faire grandir l'enfant. Ce n'est pas d'avoir un diplôme. Parce que maintenant, comme je l'avais dit, il y a certains parents qui attendent de leurs enfants qu'ils fassent des études universitaires et autres, qu'ils aient un diplôme, alors que le diplôme n'est pas la définition de l'intelligence, parce qu'on ne peut plus parler en termes d'intelligence, mais plutôt de compétences.
Ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est compétent. Voilà. Par exemple, il y a des plombiers qui sont juste excellents et qui n'ont pas fait des hautes études, alors que d'autres qui possèdent un diplôme, ben, pas, euh, ils savent pas être compétents autant que l'autre. Et pourtant, aujourd'hui, ben, on juge que à travers notre diplôme. Donc voilà, le diplôme. Ça ressemble trop à un diplôme, hein. Notre diplôme, ben, c'est tout. C'est voilà, tu es en possession d'un bachelor, bravo. Tu as un master, oh, encore plus bravo. Tu as un doctorat, chapeau. Non, ça c'est les mentalités. Ça c'est encore une fois notre système éducatif, c'est une des failles du système actuel. Et je trouve que les mentalités devraient changer. Et si on y met un peu chacun du sien, eh ben on peut y arriver. Donc non, 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 le diplôme, ça ne veut rien dire le diplôme, c'est juste une preuve que vous avez les capacités d'étudier, c'est tout. Que vous avez certaines capacités cognitives qui font en sorte que bah, vous allez arriver à mémoriser des feuilles, à émettre certaines hypothèses ou quoi, mais ça ne prouve pas que vous êtes compétent dans un domaine, ça c'est sûr. Maintenant, si j'espère que je serai diplômée l'année prochaine, ça ne voudrait pas dire que je serai une bonne enseignante, ça reste à voir. C'est simplement par l'exercice de la profession qui va montrer que si mes méthodes sont bonnes ou pas. C'est aussi en fonction des années d'expérience, je m'améliorerai. Voilà, donc tout ça pour dire que l'enfant a le droit de se tromper. Et on apprend de ses erreurs. Parce que si tout le monde devait venir à l'école et se dire ouais, je connais, je vais faire 10 sur 10, mais j'ai envie de dire à quoi sert l'enseignant? À quoi sert l'enseignant? Voilà, l'enfant a le droit de se tromper, il est là pour se tromper et pour apprendre. Et oui, tu as fait des fautes, ben c'est très bien. Maintenant que tu as fait des fautes, eh ben, je vais te montrer comment ne plus en faire. Et on a plus tendance à mémoriser une matière par rapport à une faute qu'on a fait que si on connaissait déjà la matière, ben voilà, on n'a pas vraiment le besoin de la mémoriser. Par exemple, si on fait une faute dans une dictée, c'est la faute qui est pointée. Du coup, par exemple, si j'ai mal écrit le mot cerf-volant, je vais centrer mon attention sur cerf-volant. Ah, il y avait un F et un T à cet endroit-là. Ok, j'ai retenu, ben, j'ai appris le mot cerf-volant. Et en fait, tout le reste où j'avais juste, ben, voilà, c'était déjà dans ma tête, donc il n'y a pas eu d'apprentissage. Alors, pouvoir s'identifier à un modèle. Donc, comme je l'ai dit, l'enseignant représente le modèle pour un élève. Il est le savoir incarné, il est le Dieu, si je peux dire, qui connaît plein de choses, alors que non, en fait, c'est un simple humain. Mais bon, vu que l'enseignant est perçu comme un modèle, il doit vraiment et impérativement faire attention à de nombreux points. Donc, par exemple, ça, c'est pas une bonne idée devant les enfants. Il faut avoir une bouteille d'eau, des trucs comme ça, leur montrer, comme j'ai dit tantôt, qu'on lit, leur montrer également qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, leur montrer que nous aussi, on peut se tromper. Ça aussi, il faut leur montrer. Et le principal, je trouve, c'est d'être nous-mêmes. Donc, effectivement, il faut faire une différence entre le domaine professionnel et privé, enfin, la vie professionnelle et privée. Mais je trouve qu'on doit mettre un peu de notre personnalité dans notre méthode d'apprentissage. Donc moi, par exemple, j'aime l'humour. Je possède un large sens de l'humour. J'accepte toutes les humours, que ce soit des humours noirs ou des humours où on se fiche un peu de moi. Je m'en fous, j'accepte la critique, quoi. Et je me dis, si je dois faire le petit one woman show, bah, j'en ferai, puis c'est tout. Si je me ridiculise, bah, c'est pas grave. Au moins, ils auront ri, ils auront retenu ce que je leur ai montré. Je leur aurais donné envie de me regarder, d'écouter ce que je dis, de retenir surtout. Voilà, moi j'ai eu cette petite expérience en stage. Il faut savoir que j'ai eu la classe la plus difficile
de l'école Henriette Dashbeck. Et je me suis dit, on va pas écouter, je vais pas écouter le fait qu'ils sont difficiles, sinon je vais partir sur une mauvaise idée. Je vais essayer de faire en sorte de leur montrer que, ok, vous êtes des élèves difficiles, mais moi, je suis pas une prof méchante, quoi. Donc, j'ai été stricte. Ça, oui, stricte. Comme l'a mentionné M. Scott, il faut être strict. Donner les règles dès le début et n'en manquer aucune. C'est très important, sinon on perd toute forme de crédibilité, quoi. Et voilà, je me suis dit, je vais être stricte, mais je vais faire preuve de sens de l'humour. Donc, par exemple, j'ai ma psychopéda qui est venue me voir pour une leçon d'adjectifs. Voilà, j'ai introduit la leçon en disant quoi, il y a eu un vol de tableau, on va faire une enquête, détective, machin, j'ai mis la casquette sur ma tête. Voilà, c'était des petits moments amusants, rigolos, mais après, quand j'ai dit, stop, maintenant, on va voir ce qu'est un adjectif. C'est fini le temps de jeu, maintenant, on se recentre sur le travail. Il y a un temps pour jouer, un temps pour étudier. Ça, c'est très important. Donc, il faut savoir faire l'équilibre entre les deux et l'inculquer également aux enfants. Donc, quoi d'autre? Prendre conscience de ses réussites, questionner en faisant appel à des experts de la classe, éviter la monotonie dans les cours. Éviter la monotonie dans les cours. La routine, c'est ennuyant. C'est plus qu'ennuyant, c'est embêtant, c'est... voilà. Donc, il faut varier les défis, varier les jeux, varier les activités. Par exemple, on peut faire des ateliers en arts plastiques, des ateliers en maths, des ateliers en français, des ateliers en éveil, des ateliers en sciences. Et il faut varier, toucher un peu à tout, toucher à toutes les cultures et toucher à la culture. Donc aujourd'hui, on peut voir les statues qui se trouvent dans le quartier, comme l'a fait M. Scott. Demain, on verra les monuments, et après-demain, on verra les pays. Et après-demain, il faut essayer de toucher à tout. Ça, c'est l'axe maître instruit qui intervient, parce que voilà, l'enseignant doit être polyvalent, il doit savoir toucher à toutes les méthodes, à toutes les matières. Il doit faire preuve de curiosité, d'inventivité, non, de créativité. Et, et voilà, donc pour ça, il doit chaque fois varier ses apprentissages. On ne peut pas chaque cours faire la même chose. Oui, aujourd'hui, donc pour apprendre une table, vous allez prendre les petites boules. Oh, aujourd'hui, on va prendre une autre table. Vous reprenez vos petites boules. Oh, aujourd'hui, on fait une autre table. Vous reprenez vos petites boules. À la fin, les élèves sont là. Une table, ok, on sait ce qu'on va faire, on va reprendre les petites boules. Non. Il faut vraiment penser à étonner l'enfant. Étonner l'enfant. Et voilà. Et alors, organiser une compétition amicale. Donc, la compétition peut être une source de motivation. Ça, c'est très important. C'est dans ce but que les enseignants organisent quelquefois des concours, des défis par équipe, mais ils doivent toujours le faire dans le respect de chacun. Comme je l'ai expliqué par rapport au système de points, on a un désir d'écraser l'autre. La compétition, c'est pas une chose bien. Mais si on le fait de manière à ce que chacun respecte l'autre, c'est très très positif. Pourquoi? Parce que justement, ça va motiver les élèves à vouloir gagner. Mais il faut vraiment leur faire comprendre que le principal, ce n'est pas gagner, c'est participer. Et ainsi, ils vont apprendre le respect mutuel. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pu noter. Donc, en conclusion, motiver les élèves implique la mise en place d'une démarche globale. Aborder un seul des points décrits ne peut être efficace, même s'il faut bien commencer par se lancer sur une piste spécifique. Donc, en gros, tous les points que je viens de citer, je vais essayer de les mettre en place au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. Certes, ça va prendre du temps. J'y arriverai pas la première année parce qu'il y a déjà un temps d'adaptation. Il y a un temps où je dois donc m'adapter à l'école, m'adapter aux parents. Toutes les choses vont me tomber sur la tête directement et ça, j'en suis consciente. Donc, j'aimerais vraiment mettre en place toutes ces formes d'apprentissage avec le temps. Et j'aimerais vraiment, je l'espère, être une enseignante
stricte, mais chouette. Ça, c'est vraiment mon souhait. Je veux que les enfants, quand ils viennent dans la classe de Madame Ajar, eh ben, ils viennent pas comme ça, avec leur cartable, en se disant on est lundi, mais on est lundi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et ça c'est beau, quoi. J'espère vraiment, et je ferai tout pour y arriver, que les enfants, ben, j'arriverai à leur inculquer le plaisir d'apprendre, chose qu'on m'a pas inculquée à moi. Et j'ai même failli décrocher l'école à un moment parce que j'avais doublé, en fait. Ça a été fortement stigmatisant pour moi. On m'a toujours dit, ouais, tu seras médecin, médecin. Moi, ça m'intéressait pas, mais on me l'a tellement dit que j'ai été en sciences et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi. Et voilà. Et je me suis dit, j'ai voulu rester dans l'enseignement général parce que, aux yeux des gens, bah, t'es en général, waouh, t'es quelqu'un, t'es intelligent, oh, tu as vraiment des capacités intellectuelles pas possibles. T'es en technique, ah, bah, t'es nul, hein. Technique, on t'a jeté de l'enseignement général, c'est ça. Alors qu'en soi, pour être institut primaire, il aurait peut-être fallu que je passe par l'enseignement technique ou professionnel, que je fasse animatrice ou quoi. J'aurais déjà eu recours à des stages, j'aurais déjà pu toucher mon futur métier du bout des doigts. Pourquoi? Parce qu'un animateur, ben, il est, euh, il est avec les enfants, il leur apprend, il les éduque, entre guillemets, dans le sens où il va leur inculquer aussi certaines valeurs, tout comme un prof. Mais bon, voilà, ça c'était mon petit historique personnel. Mais voilà quoi, je ferai tout en tout cas pour gérer le groupe correctement et pour respecter tout ce qu'on est en train de m'enseigner en fait. Donc le système de points, j'espère vraiment que j'arriverai, moi et mes pairs arriveront à supprimer ce système qui est totalement stigmatisant pour l'enfant et qui représente une source de stress pas possible. Et bah, j'espère que j'arriverai à me baser plus sur les compétences d'un enfant plutôt que ce qui se trouve dans sa tête, quoi. J'essaierai de toucher à toutes les matières, de rebondir sur tout ce que j'ai appris, de faire beaucoup d'ateliers, de privilégier la méthode ludique et de veiller surtout à laisser l'enfant libre, qu'il soit acteur de ses apprentissages. Donc je partirai plus sur de la pédagogie active. Donc, les maîtres mots de ma future classe seront la pédagogie active, liberté et autonomie, la méthode ludique, l'abandon de la note, sauf si bien sûr je serai contrainte de le faire parce que je ne suis pas la directrice ni le pouvoir organisateur. Donc je n'ai rien à dire à ce niveau-là. D'ailleurs, je suis encore personne, comme je l'ai dit au début, donc je vais me calmer. Mais voilà quoi, j'espère vraiment que je ferai bon usage de tout ce qu'on m'a appris. Et je suis motivée pour faire en sorte que l'enfant aime ce que je fais. Et que cela va se refléter chez lui. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo, ça fait 1 heure, bravo. Comme d'habitude, je parle beaucoup. Mais voilà, c'était pour expliquer en quelques mots, plutôt en quelques discours, comment j'envisage de gérer ma classe et les points que j'aimerais vraiment, auxquels j'aimerais faire attention. Voilà. Donc je vous dis bonne journée si vous regardez la vidéo la journée et bonne soirée si vous l'avez regardée le soir. Au revoir.